Bonjour Xavier Doué. Bonjour Abdel. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'Office de tourisme de Nîmes. On va rappeler, vous êtes adjoint au maire de Nîmes, chargé du tourisme. Bon, il est pas mal cet hôtel du tourisme de la ville de Nîmes. Oui, c'est ça, vous êtes pas dans l'hôtel, mais dans le cœur du réacteur de ce qui se passe au niveau du tourisme. L'accueil ici, très important dans le tourisme, mais également les bureaux au-dessus avec l'ensemble du personnel qui gère toute l'activité du tourisme à Nîmes. On dit un mot pour démarrer, si vous voulez bien, cette interview sur le bilan. Quel est le bilan que vous faites de cette année touristique à la sauce nîmoise ? D'abord les chiffres, on a près d'1 700 000 nuitées marchandes et non marchandes, ce qui fait une progression de 2,5 environ % par rapport à l'année dernière. Et les signaux sont ouverts alors ? Eh bien écoutez, oui, ils sont plutôt ouverts avec une particularité. On a 65% de Français et 35% d'étrangers qui ont fréquenté la destination. Et par rapport à cette saison qui n'était pas tout à fait exceptionnelle sur beaucoup de destinations, Nîmes a plutôt tiré son épingle du jeu, notamment grâce à la fréquentation des étrangers qui a continué d'être performante. Et on a eu une légère baisse de la fréquentation des Français, essentiellement ceux qui ne sont pas venus sur le littoral, les excursionnistes comme on les appelle, ceux qui passent plus de 2 heures à Nîmes, qui eux sont moins venus parce que moins présents sur le littoral. Est-ce que les étrangers qui sont venus, plus nombreux ici dans la capitale du Gard, c'est en lien aussi avec l'inscription UNESCO de l'an dernier? Est-ce qu'il y a eu aussi cette promotion en dehors de la France sur l'inscription UNESCO de la Maison Carrée? Alors, ce qui fait la fréquentation de Nîmes par les étrangers, c'est surtout la promotion qui est réalisée par les équipes de Nîmes Tourisme à l'international. On était il y a quelques jours à Boston, on était à Singapour il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, c'est cet effort-là, on va dire, qui est un effort humain mais également financier à l'international qui paye. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre étendard qui est la Maison Carrée, grâce à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui nous permet d'asseoir notre promotion. Et on commence doucement, de par la fréquentation qui nous est donnée par le délégataire RDI, à voir le résultat de son inscription. C'est pour l'instant autour de plus 10% par rapport à l'année dernière, mais on sait très bien qu'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quelque chose qu'il faut faire savoir, et ça s'inscrit dans le temps, et on fait un certain nombre d'actions aujourd'hui pour asseoir l'inscription de la Maison Carrée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'intellect des visiteurs étrangers. Il y a un élément aussi qui porte, c'est les papiers dans la presse nationale, internationale. Je sais que l'Office de tourisme de Nîmes est aussi proactive de ce point de vue-là pour accompagner les journalistes venus du monde entier pour la visite de la ville de Nîmes. C'est le cas dernièrement, d'ailleurs, il y a eu un papier, je crois, dans le Financial Times, est-ce que je le prononce bien, M. Doué, pour les Halles de Nîmes. Oui, c'est ça. L'actu, c'est ça, effectivement. Mais ce qui est important de savoir pour vos auditeurs, c'est que on n'a pas d'article, on n'a pas de classement si on n'a pas d'excellents professionnels. C'est le cas notamment pour les Halles de Nîmes. Mais on n'a pas forcément d'article non plus si on n'assure pas une certaine forme de promotion qui passe par de l'accueil presse. Et donc ces journalistes dont on a tissé des liens depuis de nombreuses années, c'est le cas en l'occurrence pour des influenceurs aussi, parce qu'on parle des journalistes, oui, mais c'est aussi des influenceurs, voilà. Donc, on le voit. C'est pour moi l'occasion de mettre en lumière le travail des équipes promo de Nîmes Tourisme. C'est vrai que je vois dans la presse beaucoup de gens se réjouissent de ce classement et c'est heureux, mais je pense que c'est bien aussi de le dire, ça vient aussi du budget promo et de la performance des équipes qui le réalisent au quotidien pour la ville de Nîmes. Il y a une question aussi qui vient d'être réglée, c'est le contrat de destination Provence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est une union qui se fait avec les autres destinations du territoire pour en fait faire un tir groupé? Alors c'est un peu technique le contrat de destination Provence, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'en Occitanie, on n'a pas de périmètre dans lequel on pouvait s'inscrire, nous, Nîmes. Par contre, la Provence, il y avait un périmètre dans lequel Nîmes pouvait s'inscrire. Et c'est vrai qu'intégrer la deuxième région française en termes de capacité d'impact à l'international notamment, c'est pour nous quelque part une reconnaissance. Et c'est vrai que la demande a été faite on va dire collatéralement, ils ont souhaité que Nîmes puisse intégrer ce contrat de destination Provence.
Et c'est aussi en partie dû d'abord aux efforts que nous faisons, mais aussi à l'inscription au patrimoine mondial de la Maison Carrée, puisque c'est quelque chose qui fonctionne très bien à l'international. Et la Provence, à l'international, ça marche plus que bien, quoi. On parle d'un grand projet. Le grand projet, c'est bien évidemment le Palais des Congrès qui arrive en fin d'année prochaine. Mais en fait, vous êtes déjà à la manœuvre, déjà au travail depuis maintenant de nombreux mois avec les équipes de l'Office de tourisme pour l'accueil prochain des congressistes. D'abord, sur le Palais des Congrès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les Nîmois qui se posent encore la question, les Gardois qui se posent encore la question de savoir quel est ce site? Quel est l'intérêt d'avoir ce palais des congrès ici dans le centre-ville de Nîmes? Oui, alors on est nombreux, les élus, à être à la manœuvre, et en premier lieu Jean-Paul Fournier, mais Sophie Roule aussi à travers la présidence de la SPL Culture et Patrimoine, Julien Plantier également, Pascal Gourdel qui répond à l'opposition quand il s'agit du budget, donc on est nombreux. Moi, c'est vrai que je me concentre en ce moment sur l'ouverture et sur l'exploitation. Eh bien, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, on a une véritable task force maintenant qui est montée sur le tourisme d'affaires, à la fois avec la SPL Culture et Patrimoine qui gère déjà le musée de leur humanité et qui a démontré sa capacité à gérer l'espace événementiel du musée, et aussi à travers la SPL Agathe qui gère l'Office du tourisme de Nîmes, qui elle a démontré sa capacité à fédérer les professionnels de la destination, parce qu'il faut fédérer les professionnels de la destination. Si la volonté du maire Jean-Paul Fournier, c'est de construire ce centre des congrès H2, c'est ensuite à la destination de s'en emparer et aux professionnels de s'en emparer pour qu'on puisse en avoir les retombées économiques. Oui, l'idée, ce que vous expliquez ce matin, c'est qu'en fait, vous ne travaillez pas tout seul dans votre coin. En fait, vous êtes dans une co-construction et qu'il y a effectivement une concertation avec tous les professionnels du territoire et en particulier les hôteliers. D'ailleurs, je crois que vous avez fait une réunion récemment avec les hôteliers. Oui, vous avez raison. Pour expliciter les choses, il y a vendredi, on a réuni la première réunion du groupe de travail des hôteliers qui était consécutive à une précédente réunion du mois de septembre. Et donc là, on part d'une page blanche. L'idée, c'est d'arriver à co-construire ensemble, et c'est pas juste un 20 mots. La page était vraiment blanche et elle est vraiment blanche. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut qu'aujourd'hui, on soit capable de bloquer par exemple 200 chambres sur le mois de mai 2026, puisque ceux qui veulent signer le Palais des Congrès, le Centre des Congrès aujourd'hui, ont la nécessité de l'hébergement, et donc on doit pouvoir, avec les professionnels. Vous avez déjà des réservations là, à l'heure actuelle, ou des pré-réservations pour l'instant? On a des gens qui sont prêts à signer. D'accord, qui sont très intéressés pour venir faire leur séminaire ou venir effectivement utiliser le Palais des Congrès H2. Le Centre des Congrès H2, c'est quelque chose qui aujourd'hui, à l'échelle nationale, intéresse beaucoup les congressistes. Parce que c'est un projet qui est complètement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les touristes d'affaires ne veulent plus venir dans les grands centres en périphérie avec des grands parkings, des grandes voitures, des bus. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est à la fois venir travailler et pouvoir aussi se cultiver, profiter, passer du bon temps. Donc ici à Nîmes, on a un centre des congrès qui est à 100 mètres des arènes. On peut arriver en centre-ville par la gare TGV, on peut poser sa valise à l'hôtel, venir travailler sur H2, passer voir les arènes, remonter, prendre un café dans l'un des bars qu'il y a, faire un saut aux halles. Enfin, voilà. Et c'est ça. Manger dans un bon restaurant du centre-ville. Exactement. Dans la foulée. Un mot quand même, parce que vous avez employé le terme, et je pense que c'est votre objectif aujourd'hui, le cap que vous voulez fixer avec les hôteliers, c'est une charte. Parce que cette charte, elle a du sens aussi pour vous, parce que c'est aussi en fait l'accueil, le souvenir qu'on va laisser à ces congressistes. On sait que ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille, des grandes entreprises qui viennent faire des séminaires aujourd'hui partout en France, et c'est l'idée aussi de passer les bons messages. Ouais. Alors la page est blanche, la première réunion vient de se terminer, mais effectivement, quand on pense collectivement, on a des réponses qui sont collectives, et moi, mon souci, c'est toujours de regarder les choses du côté du visiteur. On l'a fait sur le tourisme de loisirs, on l'a réussi, il faut qu'on le fasse sur le tourisme d'affaires. C'est pour ça que unir les professionnels, il faut que l'expérience, elle soit simple pour la personne qui veut organiser son salon ou qui a confié à une agence l'organisation de son salon. Donc il faut un interlocuteur et il faut des messages qui soient unifiés. Un mot également sur... peut-être l'une des carences qui existent à Nîmes, c'est la problématique du nombre d'hôtels. Il y a aussi des hôtels qui sont en train de se moderniser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, je n'avais pas identifié une carence véritablement en termes d'hôtels. Peut-être. Non, mais avec l'arrivée oui, des congressistes en nombre, on risque de se retrouver rapidement saturé, peut-être les week-ends où il y a la feria, où il y a la semaine romaine. Ça va être notre difficulté, c'est clair. Mais aujourd'hui, avec environ 2000 chambres, une fois les ouvertures réalisées, on est quand même avec une situation qui nous permet de voir venir. Mais effectivement, Nîmes étant déjà une ville où sur certaines périodes, les taux d'occupation des hôtels sont élevés, il va falloir qu'on arrive à gérer ça. Mais logiquement, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé avec Jean-Paul Fournier, parce que connaissant ce projet, c'est que ce projet il est vachement intéressant parce que il est, comme je dis, durable et profitable. Il est profitable dans le sens où il y a des dépenses moyennes qui sont importantes, donc c'est bon pour l'économie, et durable dans le sens où c'est hors période de tourisme de loisirs fort. Le tourisme d'affaires ne se fait pas en juillet et en août. Donc, il y aura des périodes où ça risque d'être un peu plus tendu, évidemment, quand ça va se chevaucher. Mais logiquement, on est plutôt sur des périodes où les hôtels ont besoin d'avoir un taux d'occupation proche des 100%. Angie, un tout dernier mot pour clôturer cette interview. Un mot sur l'aéroport de Nîmes, parce que vous savez qu'il y a des nouvelles lignes qui vont arriver. C'est bon pour le tourisme ? Alors, bien sûr que le développement de l'aéroport est une bonne chose pour le tourisme. Le développement de tout ce qui permet aux gens de venir jusqu'à nous est une bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt bien loti avec une gare en centre-ville. On a un nœud routier qui est quand même assez intéressant, même si l'usage de la voiture dans les prochaines années va évoluer. C'est quelque chose qui est intéressant encore pour nous. Et évidemment, un aéroport qui se développe. En tout cas, quand une offre rencontre une demande, à savoir qu'un opérateur privé décide d'investir sur la création de lignes, je ne vois pas comment quelqu'un qui serait responsable localement pourrait aller contre ça. Oh, j'ai bien entendu deux, trois remarques par rapport de à l'opposition, en effet, oui. sur la ligne de Barcelone ou autre, mais globalement, Oui. vous trouvez que c'est une bonne idée, ces lignes vers la Corse, et puis ces lignes, du coup, qui vont arriver certainement vers l'Italie ? Oui, bien sûr, je pense que ce sont des belles destinations qui vont pouvoir permettre aussi aux gens du territoire d'aller sur des destinations intéressantes. Et puis pour nous, nul doute qu'on aura aussi le retour de ces lignes-là avec des visites. Peut-être des congressistes corses. Bien sûr, bien volontiers. Merci Bien volontiers. beaucoup Xavier Doué d'avoir été Merci avec à nous vous. ce matin sur Objectif Gare. Merci.